Et pendant ces élections et dans l'entre-deux tours et l'attente du vote de dimanche 24 avril, eh ben, il y a une guerre qui continue. Elle ne s'arrête pas, la guerre qui continue, pas si loin de chez nous. Russie, Ukraine, Donbass, Biélorussie, etc. On est en plein là-dedans avec les rumeurs, les contre-rumeurs, les informations, les désinformations. Et nous avions reçu Anne-Laure Bonnel, qui était dans le Donbass à plusieurs reprises, qui a été aussi dans le Haut-Karabakh, qui est une journaliste indépendante dans tous les sens du terme. Et là, elle vient de faire une lettre ouverte au président et aux candidats. On en parle tout de suite. Sud Radio, André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Mais alors Anne-Laure Bonnel, donc vous êtes rentrée du Donbass où vous étiez pendant des semaines, et puis là vous sortez une lettre ouverte avant-hier, adressée au président et aux candidats, où vous dites notamment: la grandeur d'un homme ne se mesure pas au nombre de victimes qu'il fait, mais au nombre de vies qu'il sauve. Alors, vous dites, écoutez, ce qu'il faut arrêter, on voit ça, il faut arrêter. C'est très bien, mais pourquoi elle fait là? Est-ce que ce n'est pas quand même un vœu pieux? C'est très bien, personne ne va vous désapprouver sur le fait qu'il faudra arrêter la guerre, mais vous pensez que ça peut jouer un rôle, que surtout en France, enfin on l'a vu que pour le moment, la France ne pesait pas, la France et d'ailleurs d'autres pays ne pesaient pas un poids fondamental dans cette guerre? Alors, pour vous répondre, je pense que si on ne tente rien, on n'a rien. J'ai bien sûr un espoir assez petit que ça puisse aboutir à quoi que ce soit, mais il faut tout tenter. Il faut tout essayer. Et cette lettre est écrite après mes différents voyages depuis 2014 dans le Donbass, pour que on puisse déjà réfléchir à qu'est-ce qu'on fait si cette guerre s'aggrave. Les programmes des candidats face à un éclatement de l'Europe ne pourront pas tenir. Il peut se passer des choses très graves. Elle a Ils peuvent aussi... aller jusqu'à l'éclatement de l'Europe. Ah, mais ils peuvent aller jusqu'à l'éclatement de l'Europe. Ces propos n'engagent que moi, mais ce que j'ai vu m'a beaucoup inquiété. Je constate que les États-Unis sont encore extrêmement belliqueux. Alors évidemment, je ne cautionne pas l'invasion russe, mais je dis attention, tout peut déraper très vite. Hier, je parlais avec un ami que je n'ai pas vu depuis 25 ans, qui est financier à New York, et qui me disait: tu sais, Anne-Laure, c'est étonnant parce qu'en France, on n'en parle pas, mais Biden est complètement sénile. Et on ne sait pas. Alors, entre deux égos surdimensionnés, qui nous dit que ça ne dérape pas? Comment on peut en être sûr? Un Poutine qui est au moins un égotiste total. Voilà. Et un Biden qui a la tête en l'air. Ouais. Qu'est-ce qui peut se passer? Vous voulez dire tout peut déraper, quoi. Et on l'a vu dans l'histoire. Tout peut déraper. Tout. Mais alors justement, vous... Et par ailleurs, je tenais aussi, je me permets de vous couper la parole, mais au-delà de ça, il y a un moment, peut-être que la France, alors ça c'est un vieux pieux, mais c'est mon rêve, moi je serais très heureuse que nous soyons cet instrument de paix, de dialogue. Mais comment on peut le faire? Alors, vous étiez là-bas, je veux dire par là que, est-ce que on voit ce qui se passe, par exemple récemment, vous avez vu Ursula von der Leyen qui a dit voilà, il faut donner Joseph Borrell aussi, l'Europe, là, laissons Biden et de côté un moment, parce qu'il sait qu'il est là, mais l'Europe, comment vous expliquez? Parce qu'il y a quand même quelque chose. L'Amérique, on peut comprendre, elle veut vendre son gaz de schiste, il y a le complexe militaro-industriel, je ne dis pas que ce sont de bonnes raisons, mais ce sont des raisons. Mais l'Europe, quel intérêt a-t-elle vraiment, surtout quand on sait que économiquement ce que ça va donner, quel intérêt elle a à ce que cette guerre russe-Ukraine continue? Aucun. Alors pourquoi elle le fait? Pourquoi tous les responsables européens se succèdent, disent voilà, on a 1,5 milliard, on va donner à l'Ukraine, très bien, mais pas pour son développement, pour l'aider à continuer à faire la guerre. Alors,
Je reviens souvent là-dessus, mais comme vous savez, en Arménie, l'an dernier, il y a eu une guerre. J'ai documenté les crimes de guerre. L'Europe ne s'est pas émue de la question. Pourquoi elle s'émeut de ce carnage-là aujourd'hui? Peut-être parce qu'ils ont le sentiment que c'est un peu plus proche de nos frontières. Mais il n'y a pas que ça. Je rappelle souvent qu'il y a 200 conflits par an. Alors qu'est-ce qu'il se passe? Malheureusement, je ne suis pas une géopoliticienne pour connaître les dessous des cartes. Mais on a certainement des intérêts qui sont trop proches de ceux des États-Unis, un manque de distance par rapport à une souveraineté européenne. Et aujourd'hui, mon sentiment, et cela n'engage que moi, c'est qu'on a un suivisme béat et une perte de souveraineté. L'Europe devrait être dans le dialogue et non pas dans la surenchère. On ne tire pas sur une ambulance qui est en feu. Je rappelle d'autant plus que les États-Unis sont extrêmement belliqueux, mais c'est pas sur leur sol que ça se passe, c'est sur le nôtre. Et le dérapage, ils sont prêts à se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Absolument, ouais, mais ça. En tout cas, ils ne mouillent pas la chemise. Hormis, on a vu là cette semaine, grâce à Régis Le Sommier, l'ancien directeur de Paris Match, la présence enfin, en tout cas reportée dans le Figaro, de soldats américains qui entraînent à Odessa notamment les paramilitaires ou les milices de tous bords. Depuis 2014, c'est le cas. Les Américains entraînent le bataillon Azov. Il faudrait que l'Europe se pose des questions. Pourquoi elle suit les États-Unis? Je ne suis pas en mesure de répondre et je l'ignore. Et ça m'attriste. Alors justement, parlons, comment à votre avis, sans que vous n'êtes pas ministre de la Défense, mais quand même Anne-Laure Bonnel, comment à votre avis on pourrait déjà avancer sur, parce qu'il y a des négociations, on l'a su, mais apparemment elles s'arrêtent, elles reprennent, elles s'arrêtent, elles reprennent, avec le Premier ministre israélien, les Turcs, etc. etc. Bon, comment peut-on avancer à votre avis? D'abord, c'est, vous dites d'ailleurs, arrêter d'envoyer des armes, etc. Mais alors on vous répondra, oui d'accord, mais alors à ce moment-là, les Russes ont les armes et nous on n'a rien, on est désarmés. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je répondrai à cette remarque. Si nous avions mis autant d'énergie depuis les accords de Minsk, soit depuis 2014, à se battre pour essayer de faire respecter ces accords, eh bien, au lieu d'envoyer des armes, nous n'en serions peut-être pas là. Alors comment, maintenant que les accords de Minsk sont dans une impasse, comment on peut se remettre autour d'une table? Il faut faire appel là aux hommes les plus équilibrés, modérés. Il ne s'agit pas de légitimer l'invasion russe, il ne s'agit pas de pardonner quoi que ce soit, mais de réfléchir à comment l'Europe peut se mettre autour d'une table pour éviter que ce conflit éclate. Il a fait suffisamment de morts, il y a des dégâts qui sont insoutenables. Aussi bien insoutenables pour le pays à reconstruire et des vies humaines qui sont totalement brisées à tous les niveaux. Donc qu'est-ce que l'Europe peut faire? C'est quand même son boulot de réfléchir. Ne devrait-elle pas réfléchir à la paix au lieu d'alimenter une guerre? Et pourquoi on ne changerait pas nos standards de pensée? Comment se fait-il aujourd'hui que prenez le dialogue, prenez la sagesse, prenez la distance, la pensée, l'esprit critique deviennent accusatoires? Pourquoi l'Europe ne serait pas un facteur de paix? Est-ce qu'on est nécessairement un facteur... pour venir à bout d'une guerre, il faut armer ou il faut réfléchir et dialoguer? Mais le problème, c'est est-ce que l'Europe, et là on revient effectivement à ce qu'on discutait, pour dialoguer, il faut des gens équilibrés, et comme vous dites, des hommes et des femmes équilibrés. La question, est-ce que l'Europe possède à sa tête des hommes et des femmes suffisamment équilibrés? Je me pose la question, et Angela Merkel manque beaucoup, parce qu'en 2008, je vous rappelle qu'elle a quand même dit, et M. Zelensky lui est rentré dedans, donc le président de l'Ukraine, récemment, puisque en 2008, elle refusait que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Elle l'a dit. Elle l'a répété. Dit expressément. Ah oui, elle est revenue là-dessus la semaine dernière. Il faut, dans une interview, elle est revenue, elle s'est de nouveau exprimée sur son refus et elle soutient que ce refus était bénéfique pour la stabilité et la sécurité européenne. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les dirigeants? Je ne sais pas. En tout cas, il y a quand même une montée de l'hystérie qui ne va pas dans le sens du dialogue, dont chaque pays européen et chaque pays de l'Union européenne risque de faire les frais à tous les niveaux, que ce soit une guerre. Alors là, je peux vous dire que les programmes des candidats ils vont exploser en l'air.
Mais au-delà de ça, la crise économique, vous allez déjà la sentir. L'inflation, vous allez déjà la sentir. Je parle à des gens, à mes voisins, ils sont déjà en train de se demander comment ils vont partir à Pâques en calculant le prix du carburant. Oui, c'est vrai que c'est posé. Il manque d'huile déjà, il y a l'huile qui manque, il y a un certain nombre de produits. Donc aujourd'hui, essayons de l'arrêter cette guerre. Mais elle profite à qui en ce moment? Elle profite à qui? Elle profite à qui? Alors là, je fais confiance aux auditeurs et à ceux qui écoutent pour se faire leur propre idée et réflexion sur ce sujet. Mais Et alors Bonnel, alors justement, de ce point de vue-là, vous avez lancé, effectivement, vous avez écrit cette lettre et c'est toujours bien de rappeler, effectivement, un rappel à la raison, pas à l'ordre, mais à la raison, et c'est toujours important de faire des appels à la raison, quel qu'il soit. Surtout, encore une fois, je rappelle que vous ne parlez pas uniquement de votre siège d'éditorialiste, mais vous allez sur le terrain. Et de ce point de vue, est-ce que vous comptez y retourner? Oui. Bientôt? J'essaye, mais déjà sachez que ce que j'ai vu est une boucherie. Je suis vraiment concernée qu'on ne puisse pas relayer les deux côtés de ces victimes. Vous m'avez dit hors antenne. Exactement. Vous avez eu un témoignage d'un journaliste français que vous ne voulez pas nommer, je comprends, mais enfin un journaliste français d'ailleurs connu, qui vous a dit quoi exactement? Alors voilà, beaucoup m'accusent de ne pas relayer les exactions russes. Oui. Je tiens à préciser que ces exactions, pour en parler avec d'anciens généraux, en qui j'ai toute confiance, appellent à la prudence. Pourquoi je précise cela? Je vous ai fait écouter, Monsieur Berkoff, hors antenne, le message reçu d'une des plus grosses maisons de société de production française qui travaille pour Canal+, M6, TF1, France 2 et j'en passe, où... Vous l'avez entendu comme moi, cette personne me dit les images que je récupère sont celles que me donnent les Ukrainiens sur place, les agences ukrainiennes. Vous voulez dire que la totalité ou le monopole des images... Je ne dis pas la totalité, je pense une partie. Ouais. Ce message, là en tout cas, cette personne qui travaille, qui est donc, on ne le citera pas, et j'ai beaucoup de respect par ailleurs pour son travail, le dit clairement. Et elle dit beaucoup d'autres choses d'ailleurs, dans les échanges que nous avons eus, que je ne relais pas et qui pourraient susciter énormément d'agacement. Pardon, oui. Donc prudence, moi je ne sais pas. Pourquoi ils ne donnent pas les images russes ? Par exemple, si vous soyons, je suppose que les Russes font aussi leur propagande ou leur communication. Vous savez ce que je fais moi, Monsieur Berkoff ? Oui. C'est pour ça que c'est la première fois lors d'un conflit, je me suis mis face aux images. Je ne sais pas si vous avez vu quelques-unes des images, pour montrer que les images, personne ne me les a données, c'est moi et mon équipe qui les avons filmées. Du coup, je n'ai confiance qu'en ce que je vois et en ce que je filme. C'est pour ça que je souhaite repartir sur le terrain. Et les images qui sont données soit du côté russe, soit du côté ukrainien, je n'y apporte aucune considération. D'accord, oui, ça au moins... Ça donc moi, mon taf, il a été simple pour prouver que ces images, parce que ce que je vous dis là, je vais le sortir à un moment donné, ces enregistrements, dans mon film. Je vais remonter un petit peu toute cette enquête, comment ces images ont été faites, etc. Mais les images que vous verrez dans mon film et les photos que vous voyez sur mes réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram, je suis devant. Je prouve qu'elles ne me sont données ni par les Russes, et encore moins par les Ukrainiens, par personne. Et je n'accorde de confiance, je le répète, qu'aux images qu'un journaliste tourne lui-même. En temps de guerre, la désinformation règne. Bien sûr. Ce n'est pas un secret. C'est quand même étonnant de devoir encore s'interroger sur la crédibilité des images. Donc, prudence, et surtout bienveillance, parce que là, on est dans des discours qui montent dans une haine. Elle est potentiellement explosive, et nous en ferons tous les frais. Anne-Laure Bonnel, merci. Écoutez, on va vous suivre. En tout cas, on reste en contact, bien sûr, avec vous, que vous partiez. Et de toute façon, il est très important, je répète, de garder, pour nous ici, la tête non pas froide, mais la lucidité. Je rappelle le mot de René Char, la lucidité est la blessure la plus proche du soleil. Il faut la conserver à tout prix. Et comme le dit André, merci beaucoup Anne-Laure Bonnel, vous êtes reporter indépendante. Et comme le dit André, qu'est-ce que le journalisme s'il n'est pas d'investigation, et qu'est-ce que la vérité si elle n'émane pas du terrain? Ça, c'est moi qui le rajoute. Et vous nous appelez au 0826 300 300.